Bonjour à toutes et tous. Écoutez, merci d'être là connectés pour une conférence de presse ouverte aux pharmaciens. Alors, vous voyez qu'on est un petit peu dans une conférence particulière. J'avais annoncé que je serais tout seul et finalement, j'ai réussi à me démultiplier. On fait la conférence avec Philippe, Fabrice et Guillaume qui étaient présents à la discussion avec les deux ministres aujourd'hui. L'ordre, Karine est là, et les groupements sont là aussi. Donc, vous avez ici tout ce qu'on appelle la réunion de la profession. En dehors des étudiants qui sont partis, vous avez tout ce qui est réunion de la profession. Donc, le but de cette réunion, c'est de vous dire le retour de la discussion qu'on a eue avec les cabinets ministériels, Vautrin et Nodeur tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est tous les quatre ici. Et de vous dire un petit peu quelle est la vision des choses et surtout, quelle mobilisation on met en place. Mobilisation qui devra bien sûr, en ce qui concerne les deux syndicats, enfin au moins l'USPO, être validée par le conseil d'administration avant d'être devenue définitive. Merci Pierre de ton invitation. Ravi d'être avec vous en fin d'après-midi. Effectivement, le temps s'accélère avant le 8, qui est le vote de confiance au Parlement. Les deux ministres qui ont voulu nous rencontrer à midi nous ont exprimé et notamment Catherine Vautrin qui a pris la parole la première, Yannick Noder est arrivé juste après, ont exprimé la volonté d'une sortie de crise avec nous. Catherine Vautrin a exprimé le souhait de faire un plan global pharmacie qui comprend les évolutions du métier, mais aussi une perspective économique pour nos entreprises. Elle a notamment exprimé l'importance des pharmaciens dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la pertinence des prescriptions et évidemment aussi le rôle sociétal des pharmaciens. Euh, le, Bien sûr, dans ce cadre global, la ministre nous a indiqué qu'elle comprenait bien qu'il fallait faire un geste sur l'arrêté et donc elle nous a proposé de réfléchir à revoir l'arrêté avant le 8 en améliorant les conditions. Donc nous avons, avec Pierre, dit que nous ne souhaitions pas la modification des paramètres, que nous souhaitions l'abrogation ou la suspension de l'arrêté le temps de ce plan global. Et donc ces propos globalement vont être retranscrits auprès du Premier ministre. Et demain, ensemble, nous allons voir le directeur de cabinet de François Bayrou à Matignon et à 16 heures. Et donc nous aurons, j'imagine, des réponses. Ce qui ressort donc, c'est que potentiellement, on garde un petit espoir de sortie de crise avant le vote de confiance du Parlement lundi. Pierre. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut quand même que vous compreniez bien, c'est que la ministre Vautrin a commencé par dire il faut faire un pas. Donc, on va vous faire une proposition où ce ne sera pas 40, mais ce sera en 33, 34. Elle a même dit 40,1 en nous disant que voilà, ce serait peut-être un cadeau. Je lui ai dit que c'était mon anniversaire il y a 2 jours, donc j'acceptais les cadeaux en retard. Et puis, pas de passage à 20. On a bloqué en disant il est hors de question, c'est pas le mandat qu'on a, c'est pas le mandat que les conseils d'administration ont donné. Donc c'est non on ne touche pas aux 40% et on ouvre des négociations de revalorisation du métier, de revalorisation de la rémunération, modification du mode de rémunération, mais également aussi impacter le métier pour être plus présent dans les territoires et jouer un rôle de santé publique encore plus prégnant. Ça a été important. On leur a aussi rappelé que aujourd'hui, ce qui coûtait cher à l'État et à l'assurance maladie, c'était les produits chers. Je vous renvoie au rapport chargé produits et que les produits pas chers, les produits matures, c'était pas ceux-là qui coûtaient le plus cher à l'État et que il serait plus intelligent de taper sur les autres, donc les produits chers. Voilà. Fabrice, Guillaume, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, enfin, moi j'ai abordé l'aspect exercice professionnel, puisque les ministres sont très heureux des pharmaciens, sont très contents de voir que les pharmaciens s'emparent de nouvelles missions, ils ont des extensions de compétences qui sont très intéressantes. Simplement, j'aurais rappelé que pour ça, il fallait quand même que le cœur de métier soit rémunérateur suffisamment pour qu'on puisse relever les défis, comme on l'a toujours fait. Le pharmacien a substitué les génériques, a fait de la vaccination, du dépistage, et il va continuer à faire plein de choses, à condition quand même que le cœur de métier, qui est la dispensation du médicament, soit suffisamment rémunérateur. Et aujourd'hui,
il est temps d'ouvrir un chantier qui est très important, qui consiste à dire peut-être qu'on pourrait mieux rémunérer, en tout cas rémunérer différemment le pharmacien sur sa dispensation et ne pas le lier aux marges liées aux boîtes, aux remises. C'est un travail quand même qui est assez important à mener et je crois bien que nos ministres sont assez ouverts à cela. Maintenant, on ne peut pas inverser les choses, c'est-à-dire faire passer un arrêté et discuter du nouveau mode de rémunération des pharmaciens après. Il y a un ordre qui n'est pas le bon. Il faut déjà travailler là-dessus avant de pouvoir éventuellement revoir tout le système des remises. Peut-être également dire que la ministre a parlé de son attachement au maillage, hein, bien sûr, mais également à la souveraineté sanitaire, et elle nous a un petit peu challengé sur ça en disant oui, comme je vous reçois aujourd'hui, je reçois aussi les représentants de l'industrie qui me disent aujourd'hui que le marché français n'attire plus, que les pénuries, c'est à cause des prix, etc., etc. Et nous, on lui a rappelé, comme Pierre-Olivier l'avait dit, que voilà, la question, c'était de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, les médicaments innovants ne sont pas trop rentables, ce qui fait que un certain nombre d'acteurs se détournent plutôt des médicaments matures, plutôt que dire les médicaments matures, est-ce que c'est le problème en tant que tel? Donc voilà, nous, ce qu'on a rappelé, c'est que aujourd'hui, le jeu qui consiste à dire c'est l'officine qui va payer l'addition et on va faire un cadeau à l'industrie sur le dos des officines n'est pas entendable pour plusieurs raisons, parce que la réalité économique des officines fait que au mieux on détruit de l'emploi, au pire on ferme définitivement la pharmacie. Et donc ce jeu de dire on prend dans la poche des officines pour donner à l'industrie est une vision de court terme et pas une vision de long terme. Et on lui a bien rappelé aussi que aujourd'hui, à date, au 1er septembre, la baisse de 40 à 30% du plafond des remises génériques a bien été appliquée par l'ensemble des génériqueurs sur les conditions générales de vente, mais qu'à date, aucune remise sur facture n'a été accordée pour les biosimilaires. Donc le fameux mécanisme compensatoire que le gouvernement nous avait vendu, qu'elle nous avait présenté plutôt, ne s'applique absolument pas. Et également dire qu'au-delà de cette baisse de plafond de remise de 40 à 30% depuis le 1er septembre, le gouvernement ambitionne à partir du 1er novembre 2025 une baisse des prix de ces mêmes médicaments génériques de l'ordre de 300 millions d'euros par an, ce qui ferait une triple peine pour l'officine, à la fois avec, comme vous le savez, la baisse du pourcentage de remise autorisée, à la fois une baisse de la réduction de l'assiette euro des remises, et à la fois, bien sûr, la baisse de la marge dégressivité de ces mêmes médicaments. Donc tout ça pour dire que c'est inentendable et dangereux économiquement pour le réseau. On a quand même rappelé aussi que les industriels qui disent ne pas avoir d'argent font quand même des cadeaux à différentes structures à hauteur de 2,7 milliards par an. Vous avez vu l'article sorti dans la revue Prescrire. Je vous invite à aller voir si vous voulez transparence.gouv. Tout est noté dedans. Donc, quand on fait des cadeaux à 2,7 milliards, c'est qu'on n'a pas peu d'argent. Enfin, moi, en tout cas, moi, je ne fais pas de cadeaux à 2,7 milliards. Donc voilà, donc c'est important de regarder ça. Et la ministre nous a demandé à la fin aussi quels étaient les appuis politiques que l'on avait. Et je pense que sa conclusion et sa question ne sont pas neutres du tout. Savoir en particulier quels appuis on avait de différents groupes politiques. Donc on a bien sûr tout rebalayé, et vu le nombre de courriers qu'on a reçus de tout député, sénateur, tout bord politique, y compris un ancien président de la République qui nous a appelés pour nous dire qu'il nous soutenait, je pense que voilà, le soutien est massif, et ça, elle en a parfaitement conscience. Donc nous avons... Pour terminer avec ce premier point, donc Yannick Neuder et Catherine Vautrin visiblement veulent une sortie de crise et essayent de la négocier avec Matignon, et on verra demain ce qu'il en est. Ceci, c'est notre première action, et c'est ce que nous avons toujours dit. Nous voulons d'abord
soit on voulait que l'arrêté ne passe pas, donc maintenant on veut la suppression ou au moins la suspension de l'arrêté, le temps de faire une négociation globale sur l'économie de l'officine. Et ça, cette suspension, c'est ce qu'on va chercher à Matignon demain. On y arrivera ou on n'y arrivera pas, mais on le saura vite, puisque ça, c'est dans les jours à venir que nous aurons gain de cause. Si nous n'obtenons pas, si nous obtenons gain de cause, eh bien, nous vous le ferons savoir et nous considérerons que nous pouvons nous remettre au travail et nous sommes d'accord pour bosser, pour nous mettre à la planche à dessin, pour avoir des solutions pour l'officine de demain, tant en termes métiers qu'en termes économiques. Et ça, on l'a exprimé, on est de bonne volonté. Si jamais nous n'aboutissons pas sur cette voie avec le pouvoir exécutif, nous nous tournerons, et nous avons déjà, les deux syndicats ont constitué avocats, vers la voie judiciaire auprès du Conseil d'État pour attaquer l'arrêté. Et en parallèle de ça, nous comptons mobiliser la profession. Et donc, c'était l'objet de la réunion intersyndicale que nous venons d'avoir, pour mobiliser donc la profession pour interpeller l'opinion publique et pour interpeller le Parlement, afin de, par la loi, de revenir en arrière sur ce plafond de remise. Ça prendra donc c'est encore des choses qui doivent être validées, notamment par le conseil d'administration de l'USPO. Moi, je les ai déjà le mandat, puisque par le conseil d'administration qui a déjà été fait, mais on en reparlera le 10. Mais attendez-vous à une grande mobilisation le 18 septembre, comme on l'avait dit depuis le mois de juillet. Vous avez déjà la date là-dedans. Voilà, donc je te laisse compléter sur ce point-là, sur le point de mobilisation. Alors, juste avant de donner la parole au groupement, donc les points qui ont été validés par la profession dans son ensemble aujourd'hui, c'était continuité de la grève des gardes, avec ne pas faire de tiers payants pendant les gardes. Juste une petite parenthèse sur les gardes. Si les pharmaciens sont réquisitionnés, qu'ils ont connaissance de la réquisition, ils doivent faire la garde. On est bien d'accord, ce n'est pas question de dire « j'ai pas vu ». Que ce soit par n'importe quel moyen, le pharmacien qui est réquisitionné, qui a connaissance de la réquisition, doit faire la garde. Intensification du partage de la pétition, c'est fondamental. Vous avez bien compris, d'après ce que vous a dit Philippe, que peut-être on aura besoin des parlementaires à un moment donné. Et si on veut toucher les parlementaires, il faut qu'on ait les patients derrière nous. Parce que c'est les patients qui vont faire pression sur les parlementaires, qui vont faire pression sur le gouvernement. C'est une cascade. On a besoin des patients. Donc la pétition est fondamentale. On continue. On a beaucoup de signatures. Il faut encore qu'on continue et qu'on l'intensifie. On continue bien sûr les démarches auprès des politiques. Et ça, je vous invite vraiment à écrire à tous vos députés, sénateurs, maires, à tous les élus, pour continuer de mettre la pression et que ça remonte très fortement auprès du gouvernement. Ils ont été vraiment très sensibles à ça. Et bien sûr, on va, dans la foulée, faire des contre-propositions économiques pour leur montrer que faire des économies, on peut en faire, nous, pharmaciens, et que ces économies seront avec un potentiel bien plus important que les 100 millions d'euros de baisse de prix qui voudraient être faits sur le médicament générique. Ça va être fait dès la semaine prochaine. Voilà, donc Philippe l'a dit, la fermeture du 18 septembre, voilà, et d'écrire aussi par rapport à la PDA, de dire qu'on dénonce les contrats qui ont été faits entre les officines et les EHPAD pour faire la PDA, et que, en tout état de cause, la grève fera qu'on ne fera plus la PDA. Par contre, approvisionner les patients en médicaments, je pense que c'est nécessaire, et il ne faut pas laisser un patient sans médicaments. Je réponds, je vois une question sur le site, sur un peu la politique fiction, en cas y aura-t-il dissolution, il n'y aura pas dissolution. De toute façon, nous, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est d'interpeller la représentation nationale. Si jamais on n'aboutit pas avec le gouvernement, on vous a dit dans le début de la conférence qu'il y avait une lueur d'espoir potentielle sur ce sujet. Mais on le saura vite, puisqu'on le saura d'ici demain ou fin de semaine. Si on n'aboutit pas, le recours, c'est le Parlement. Et donc, ça veut dire l'interprétation des députés. Donc, on a préparé un amendement qu'on présentera à l'ensemble des parlementaires. Et si jamais il y a des solutions, eh bien, on le présentera à l'ensemble des candidats. Et on leur demandera de se positionner afin de nous soutenir en cas de vote avec le Parlement actuel
ou en cas de vote dans le nouveau Parlement. Oui, pour Alain Grelot, pour président de Fédergie. Redis ce que c'est que Fédergie. Alors, Fédergie, c'est le syndicat des groupements et enseignes. Et à ce titre-là, je voulais dire qu'on est totalement solidaire des actions et nous participons depuis le début à l'intersyndicale et qu'effectivement, le plus important à nos yeux, c'est qu'il y ait l'unité de la profession. On l'a démontré aujourd'hui par les actions, ce qui va déboucher sur un communiqué commun. Et j'appelle l'ensemble des adhérents des groupements de Fédergie de poursuivre cette action. Et la grande mobilisation qui est prévue le 18 doit être massive. En attendant, effectivement, les décisions, j'espère, positives de demain à la sortie de la réunion de Matignon. Mais toujours est-il qu'il faut rester mobilisé et qu'effectivement, pour nous, la demande, elle est importante, c'est la suspension ou l'abrogation de cet arrêté. Et on est aux côtés des syndicats pour essayer d'obtenir gain de cause. Merci Alain. Et dites-vous bien que la position est commune, que ce soit des syndicats de groupement, pour dire qu'on ne touche pas aux 40. Voilà. Il faut maintenir la pression auprès des élus locaux qui ont été des bons relais jusque-là, députés, sénateurs, pour faire avancer nos idées et continuer à faire pression en attendant les résultats de la réunion de demain. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Charlotte ? En attendant les questions, peut-être rappeler 2 points vraiment importants au-delà de la continuité de la mobilisation, c'est les points réglementaires. On l'a déjà dit, mais on le redit parce qu'il y en a qui arrivent en cours de route. Les réquisitions de garde, en cas de réquisition de garde, vous avez l'obligation d'assurer votre garde, peu importe le moyen de transmission de la réquisition. L'idéal, effectivement, c'est ce que les syndicats prônent, c'est la mise à disposition physique par les forces de l'ordre. Mais si vous recevez une réquisition de garde par mail, à partir du moment où vous avez ouvert le mail et que vous avez eu connaissance de ce mail, vous pouvez être mis en porte-à-faux juridiquement si vous n'assurez pas votre garde. Donc, très important. Deuxième point, sur la PDA, ce qu'on a appelé la grève de la PDA. On est lié contractuellement aux EHPAD pour réaliser cette PDA. Donc, pour l'arrêt de la PDA, il faut préalablement avoir dénoncé la convention entre votre officine et l'EHPAD avec les modalités de résiliation affiliées au contrat. Puis après, vous pouvez arrêter la PDA, mais ne pas arrêter la dispensation, bien sûr, des médicaments, parce que vous avez l'obligation réglementaire et même législative de dispenser les médicaments aux patients. Donc, petit rappel sur ces 2 points-là avant de prendre les questions. Les questions. Alors, j'essaie de reprendre par la plus ancienne. Quelqu'un me parle de la démission et du boycott CPTS, CPL, CPL. Alors, en fait, il y a pas mal de questions qui reviennent sur le même enjeu, avec à la fois sur les démissions des CPTS, la démission des CPL, CPR, c'est des instances conventionnelles, le blocage des missions, en fait, en gros, d'autres actions que celles que nous avons retenues. Comme il a été dit par mes confrères, ce que nous visons, c'est l'interpellation de l'opinion publique pour faire pression sur les parlementaires pour modifier un texte et pour prendre en compte, pour déclencher un round de négociations pour un plan pharmacie. Donc ça veut dire que nous n'avons retenu aucune action qui visait à amoindrir la santé publique ou à prendre en otage les patients. Quant à prendre des mesures dans le champ conventionnel contre l'assurance maladie, il s'avère que sur ce sujet, ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut, mais sur ce sujet, l'assurance maladie est en soutien sans pouvoir trop l'exprimer, parce que forcément c'est une instance gouvernementale, mais on sent bien que l'assurance maladie était en phase avec le système précédent qui consistait
à laisser négocier les pharmaciens et à développer le générique et le biosimilaire pour faire justement des économies pour la sécurité sociale. Donc, sans prendre l'assurance maladie sur ce point ne nous paraît pas pertinent. Après, je pense qu'aller dans des commissions pour siéger et rappeler l'assurance maladie que si jamais il y a une perte de revenus du réseau suite à un effondrement des remises, du plafond des remises, et de leur poser la question dès maintenant de savoir comment ils vont compenser. Voilà. Ça, oui. Allez-y pour leur dire, voilà, l'Observatoire de l'honoraire se réunit 2 fois par an normalement, on suit la rémunération du réseau. Si jamais ça devait tomber, tout ou partie, comment est-ce que vous avez pensé pouvoir nous redonner cet argent? Qu'est-ce qui se passe? En plus de la baisse de remise, il ne faudra surtout pas céder sur le paiement de la franchise au comptoir. Si ça passe, on se tirera une balle dans le pied. On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Oui. On est d'accord. On est contre le doublement de la franchise et on est contre le paiement au comptoir. Quelqu'un demande si vous pouvez clarifier les baisses de prix envisagées par le CEPS sur les génériques. Vous avez mentionné 300 millions et 100 millions d'euros. Ah oui. Alors, vas-y. Ouais. Donc, en fait, effectivement, il y a différents chiffres qui ont évolué à travers le temps. Le dernier chiffre qui a été donné la semaine dernière par le vice-président médicaments du CEPS, c'est 50 millions d'euros d'ici la fin 2025, avec un calendrier potentiel d'application à minima au mieux au 1er novembre 2025, donc sur 2 mois de l'année, ce qui correspond à 300 millions année courante. Donc on est sur une baisse envisagée de 50 millions sur fin 2025, c'est-à-dire en année pleine l'équivalent de 300 millions d'euros sur les médicaments génériques dont le plafond a été ramené à 30. Et là aussi, une des discussions, une des indications qu'ont donné les ministres, c'était de dire il faut mettre. Les industriels ont demandé à ce que les pharmaciens soient mis à contribution. Mais rien qu'à cause des baisses des prix, on est mis à contribution. Quand vous avez une molécule qui est remisée à 40 et sur laquelle on fait une baisse de prix, avec la marge dégressive lissée, on est proche de 50% de pris en charge par le réseau pharmaceutique. Donc quand il y a une baisse de prix, c'est 50% de cette baisse de prix qui nous impacte. Le grossiste après et l'industriel après. Et parfois même l'industriel de façon minimale par rapport à, enfin, moins importante que le pharmacien d'officine. Donc il faut arrêter de faire croire que cette baisse de plafond est là pour compenser quelque chose, puisque on va payer beaucoup. D'autre part, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, parce que je répète un petit peu, mais aujourd'hui, à 3 reprises, on a demandé à au ministre, quel était le lien entre la baisse de plafond et le fait de rentrer des sous dans les caisses de l'État. Ça, il ne peut pas répondre parce que forcément, il n'y en a pas. Voilà. Mais ça les embête quand même. Moi, je pense que cette question-là, j'ai dû la poser 30 fois. Un point à noter, que vous sachiez, c'est que, je ne sais pas si c'est de la provocation de la part de l'État, mais la réunion qui doit fixer les baisses de prix dont il est question aujourd'hui se passera le 18 septembre. Donc, nous allons avoir le détail de la proposition initiale de l'État, probablement dans la semaine prochaine, c'est généralement ce qu'ils font. On est prévenu quelques jours à l'avance pour pouvoir faire nos calculs. Et nous sommes convoqués le 18 septembre pour débattre de ce sujet. Et évidemment, on va utiliser cette réunion du 18 pour exprimer notre avis auprès de l'État sur cette question. Le 18 septembre, ce qui est convenu, c'est qu'on laisse à nos représentants locaux, départementaux et régionaux, le soin d'organiser au mieux les manifestations en région, de telle manière à ce qu'elles fassent le plus de bruit possible. On a bien conscience que cette date que nous avions retenue depuis le mois de juillet a été depuis rejointe par de nombreuses organisations. On a les Aiguilleurs du Ciel, on a l'intersyndicale des salariés, on a les kinés, on a plein de gens qui ont décidé de manifester le 18. Donc faites preuve d'imagination et on fera un concours de celui qui fait parler le plus de lui le 18. Il n'y a rien de pareil.
Et ce sera en région. A priori, il y aura à Paris que la manifestation parisienne. Voilà. C'est ça. Mais pourquoi? Parce que, étant donné que les trains risquent d'être en grève, les avions risquent d'être en grève, ça fait loin de venir en vélo depuis nos régions respectives. Donc, on a décidé qu'on manifesterait dans nos régions. Et on nous demande aussi devant quel lieu. Il se débrouille. On va organiser ça dans chaque département, chaque région. Chaque département et chaque région, qu'ils aient une idée. Évidemment, il y a les habituels, hein, la préfecture, l'assurance maladie, les parlementaires, la mairie, l'ARS, la place du village. Hein, donc, le sujet, c'est d'avoir à la fois du monde et d'être efficace en termes de communication et de visibilité. Il est ressorti plusieurs fois le sujet des PDA. Est-ce que vous pouvez informer de la marche à suivre? On va faire des circulaires là-dessus auprès des pharmaciens, mais globalement, avec une lettre type. Mais globalement, ce qu'on propose, c'est évidemment d'écrire à l'EHPAD et à l'ARS, avec copie à l'ARS, pour dire que les conditions économiques qui nous sont faites aujourd'hui ne permettent plus d'effectuer gratuitement le déconditionnement, reconditionnement de médicaments en pilulier, d'une part, et que d'autre part, pour interpeller l'ARS et le ministère de la Santé sur le fait que nous réclamons depuis 15 ans les bonnes pratiques de dispensation et que nous sommes dans une insécurité juridique sur la préparation de ces doses administrées depuis maintenant des années et des années. De toute façon, il faut que tout le monde comprenne, ARS et directeur d'EHPAD, que ce service qu'on faisait gratuitement parce que la marge sur les génériques nous permettait de le faire, sera peut-être demain plus possible à faire, en tout cas plus gratuitement. On nous demande qu'en est-il des soutiens politiques? Est-ce que parmi l'opposition, vous avez des soutiens forts? Les soutiens politiques sont de tous bords. De la LFI, alors je prends l'échiquier politique de la gauche vers la droite, la LFI, les écolos, le PS, le LR qui est ponctuel. On n'a pas de soutien du groupe LR en particulier. Enfin, je ne sais pas si toi tu l'as reçu, mais également de députés Horizon, de députés Renaissance, voilà, de députés RN, de députés UDR. On a tous les bords de l'Assemblée qui sont réunis. Des questions, donc la plupart du temps, elles se répondent. De toute façon, on fait comme d'habitude. Si vous avez d'autres questions, vous les posez, on y répondra. On vous répondra par mail, voilà. Mais on a encore besoin de vous. Cette bagarre, elle est pas terminée. On espère en voir le bout bientôt, mais pour l'instant, elle n'est pas terminée. Donc, on a besoin de vous. Et c'est pas une bagarre qu'on gagnera sans vous. On va la gagner avec vous. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Et puis, on vous tient au courant, bien sûr, après la réunion importante de demain à l'hôtel Matignon. Merci. Merci.